Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous nous retrouvons pour une conférence de début d'après-midi particulièrement attendue, je le sais, parce que j'ai vu j'ai beaucoup de messages à ce sujet, sur un sujet simple et à la fois très vaste, l'hôpital de demain, après la crise sanitaire, notamment. Avec moi aujourd'hui, beaucoup d'intervenants de profils très divers et très complémentaires que je vais laisser se présenter parce que je ne voudrais pas oublier une mention particulièrement importante dans leur titre ou dans leur fonction. Et puis ensuite, en termes de déroulé, je leur poserai un certain nombre de questions sur leur vision de l'hôpital d'ici à quelques années, sur ce qu'a changé la crise, sur leurs actions concrètes pour transformer les organisations. Et si nous en avons le temps, ce que je crois, nous pourrons faire un temps de questions-réponses à la fin. Je commence par vous. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexandre Berkès. Je suis chargé de mission sur le partenariat et l'expérience patient en santé aux Hospices civils de Lyon et professeur en management à l'École des hautes études en santé publique. Bonjour, je m'appelle Brigitte Volta-Paulet. Je suis patiente coordonnatrice aux Hospices civils de Lyon pour la mise en place d'un partenariat avec les patients. Bonjour, je m'appelle Stanislas Niox et je suis le fondateur de Doctolib. Bonjour, Charlotte Pic, architecte de l'agence Michel Beauvais Associés, spécialisée dans le monde de la santé. Yann Hubien, directeur général du CHU de Bordeaux. Jean-Marie Veul, président de la CME des hôpitaux civils de Colmar. Bien, donc merci à tous et à toutes pour votre présence. Donc j'ai envie de vous poser des questions sous deux angles. La première question, c'est une question une série de questions un peu générales pour s'abstraire de la crise sans bien sûr l'oublier, mais sur la vision que vous pouvez avoir de l'hôpital demain dans son environnement, dans ses structures, sachant bien sûr que c'est le lieu de toutes les transformations. Et pour poser cette question qui est très générale, je voudrais commencer par Yann Hubien. Puisque vous êtes évidemment directeur général du centre hospitalier de Bordeaux, comme vous le disiez, et vous avez aussi exercé des diverses fonctions au niveau national, ce qui vous donne une vision d'ensemble. Et donc, finalement, en quelques mots, que serait pour vous l'hôpital de demain, dans 10 ans? Quelle différence avec aujourd'hui à grands traits, si on devait le résumer? Oui, alors vraiment un grand trait, parce que quand on regarde toutes les analyses que nous avons toutes faites les uns et les autres depuis des années, on s'est toujours trompé. Donc je voudrais pas me tromper davantage et qu'on ressorte la vidéo dans 10 ans. Donc je vais vous dire un peu comment je vois les choses pour les années qui viennent, avec beaucoup de modestie, parce qu'encore une fois, il peut y avoir beaucoup de changements, et on le voit depuis 2 ans avec cette crise pandémique. Elle a déjà changé beaucoup de choses. Et elle a surtout montré que l'hôpital, et particulièrement l'hôpital public, était extrêmement réactif, adaptable, au rendez-vous d'une crise sanitaire que personne n'avait vu venir avec cette force-là. Et depuis 2 ans, c'est vrai qu'on vit de ça, et ça a changé quand même beaucoup la donne. Ça a changé la donne sur beaucoup de sujets sur lesquels on travaille depuis des années tous ensemble. Je pense par exemple aux capacitaires, je pense à tout ce travail-là. On voit bien qu'il nous faut une réflexion nouvelle, il nous faut des idées nouvelles en la matière. Donc ça a complètement changé la donne. Moi, ce qu'il me semble, c'est qu'on va sortir, j'espère, de cette crise, parce que là, en ce moment, c'est extrêmement difficile, extrêmement tendu. On sort d'une période qui a été fatigante pour l'ensemble des professionnels de santé. Et c'est vrai qu'il va falloir non seulement répondre aux urgences d'aujourd'hui et de demain, mais aussi d'après-demain, et penser un avenir à l'aune de ce que nous venons de vivre également. Et moi, je vois, en tout cas, c'est pas très original, mais je vois à peu près quatre grands axes d'avenir. C'est à la fois, première chose, c'est évidemment le territoire.
On en parle là depuis des années, mais il y a une organisation territoriale sans doute à revoir, un travail à faire avec l'ensemble des acteurs de santé. On en parle beaucoup, le décloisonnement, la ville et l'hôpital. Moi, je pense que c'est surtout des équipes hospitalières et des équipes médicales et paramédicales qui doivent travailler ensemble sur un territoire donné, parce qu'on voit qu'on a de très grosses difficultés, notamment en ce moment avec les saturations dans les services d'urgence. On voit bien toute la difficulté qu'on a quand on a un hôpital de recours et qu'on a des établissements qui ont des difficultés par ailleurs et qui nous envoient leurs patients. On a de très grosses difficultés en ce moment et des tensions très fortes. Il faut repenser vraiment le territoire et travailler avec tout le monde, le public, le privé, le libéral, les médicaux, les paramédicaux et puis les collectivités territoriales qui sont de plus en plus pressantes. Le deuxième axe, me semble-t-il, c'est évidemment l'innovation. Je pense qu'en tout cas, pour ce qui concerne un CHU comme le mien, c'est le soin, c'est la recherche, c'est l'enseignement, mais c'est aussi l'innovation. L'innovation, elle est de plus en plus présente, elle est de plus en plus nécessaire. Et moi, en tout cas pour le CHU de Bordeaux, on a créé un cercle d'une innovation pour justement trouver une force aux différents intervenants, à la fois nos hospitaliers, du public, du CHU, et puis les startups, tous ceux qui travaillent dans l'environnement, dans l'écosystème, et puis les collectivités territoriales également, pour qu'ils se rencontrent et puissent travailler ensemble sur des projets communs, des projets d'avenir. Le troisième axe, c'est bien sûr, et là on le vit tout particulièrement, c'est les ressources humaines. C'est un travail sur les ressources humaines particulièrement, parce qu'on le voit, on a besoin d'attirer l'attractivité, la fidélisation. On en parle beaucoup, mais je pense qu'il va falloir revoir totalement nos manières de penser le travail dans les établissements de santé, parce qu'on voit bien que ce n'est pas qu'un sujet de génération, c'est aussi un sujet de nouvelles sociétés, de New Deal. On voit qu'après cette crise, eh bien, il y a des choses qu'on ne pourra plus refaire comme avant, et je pense tout particulièrement au travail de nuit, je pense à la permanence des soins. On voit qu'on a un sujet de grande ampleur et bien entendu les rémunérations dont on pourra reparler. Puis dernier point, quand même, c'est tout ce qui est écologie, pacte écologique, responsabilité écologique de nos établissements de santé. C'est vrai que parfois on l'a un peu laissé de côté, ça revient un peu en boomerang. On en reparlera peut-être côté architecture, mais c'est vraiment un sujet qui devient de plus en plus prégnant. Et il me semble qu'il nous faudra tous ensemble, tous les établissements, avoir un vrai pacte écologique qui nous permet d'affronter les années qui viennent avec lucidité. Merci. Effectivement, je précise que cette conférence est enregistrée, donc sera disponible en replay, comme on dit, donc vous pourrez diffuser la bonne parole autour de vous. Jean-Marie Veul, je me tourne vers le médecin, le président de commission médicale d'établissement. Quel est votre regard sur le sujet ? Alors, comme Yann, moi, je serais bien prétentieux de dire ce qu'il sera. Par contre, je sais à peu près dire ce que j'aimerais qu'il soit. Et depuis que je travaille à l'hôpital, moi, je suis très étonné de la capacité que nous avons eue à construire un nombre de silos incroyable. On a de plus en plus, par nécessité, pour développer les spécialités très pointues, on a développé des silos de spécialités, puis des silos de surspécialités. Et puis chacun s'est protégé dans une sorte d'environnement qu'il a voulu presque hermétique parfois. Tout cela pour constituer chacun son petit monde dans lequel il est absolument excellent, mais qui a de plus en plus de mal à communiquer avec ses voisins. Et là, je ne parle pas des silos de notre système de santé, mais bien des silos qui sont au sein même de notre hôpital. Et je crois qu'on n'a pas vu venir ce qui constituera 80% des hospitalisations conventionnelles du futur, c'est-à-dire le patient polypathologique âgé de la pathologie chronique, et qui va être un des enjeux majeurs de l'avenir. On sait faire de la surspécialité de très haut niveau en France, il n'y a aucun problème. Par contre, est-ce qu'on va savoir, dans une fluidité, dans une agilité, dans une vision commune, partager ce développement de surspécialité très pointue avec la prise en charge de toute cette pathologie qui est en train de déferler sur l'hôpital public. Donc, je pense que pour l'avenir, nous avons besoin de souplesse et d'agilité, et on vient de le prouver. Pendant 18 mois, on a vécu un moment d'agilité, de souplesse, d'adaptabilité, et dans lequel toutes ces petites chapelles, finalement, se sont fondues dans un objectif commun. Ma deuxième réflexion, c'est que autant on a très bien valorisé l'acte médico-technique,
autant on a sous-valorisé l'acte intellectuel. C'est-à-dire qu'on a perdu l'habitude de faire la synthèse. On a perdu l'habitude de discuter collégialement avec nos collègues et d'envisager le patient comme un tout. Je pense que le deuxième défi qui nous attend, c'est réellement de retrouver et la valeur de l'acte intellectuel et la valeur de la collégialité. Et si, dans 10 ans, nous arrivons à reformer un hôpital au sein duquel on se parle, on partage, on conçoit ensemble de plus en plus des prises en charge de patients, je pense qu'on aura avancé. Comme Yann, c'est un hôpital dans son territoire. On en parle depuis quelques années fortement, mais très clairement, il est inimaginable d'envisager l'avenir seul. Donc beaucoup de choses ont été initiées, bien sûr les GHT, bien sûr les CPTS, bien sûr tout ce qui est en train d'être initié, mais je crois qu'on ne fera pas l'économie. Alors on peut l'appeler projet territorial de santé, on peut l'appeler comme on veut, mais de se retrouver autour d'une table, tous les acteurs de santé d'un territoire, et pour que ce soit efficace, il faut que ce soit un territoire qui corresponde réellement à un bassin de vie, et que tout ce monde essaie de former ensemble une dynamique qui permette la meilleure prise en charge de ces patients. Tout ça, ça implique et ça oblige un hôpital plus communicant en son sein, c'est-à-dire que plus on veut fluidifier les parcours, plus il va falloir se parler et communiquer entre nous, et corollaire, plus on va vouloir sortir hors de l'hôpital et plus il va falloir communiquer avec nos collègues soignants et intervenants du monde de la santé extérieure. Ça pose bien sûr la question du numérique et ça la pose, je dirais, d'une manière simple. Est-ce que le numérique est au service du soin et de la santé ou est-ce qu'il existe pour lui-même ? Et moi je suis frappé ces dernières années de voir que vous discutez avec des collègues praticiens hospitaliers. Un grand nombre d'entre eux vont vous dire qu'ils ressentent le numérique comme un poids supplémentaire, mais pas comme un outil de libération. Et je pense que ça aussi, c'est une vraie question, que de savoir comment, dans l'avenir, on va pouvoir faire un numérique qui soit réellement tourné vers les acteurs, vers le soin, et qui les aide dans ce sens-là. Enfin, bien sûr, l'innovation parce que c'est un facteur d'égalité d'accès aux soins, c'est un facteur de progrès pour tous. Donc cette innovation, elle doit être partagée, bien sûr avec des leaders que sont les CHU, mais aussi avec les centres hospitaliers, mais aussi avec nos collègues du libéral et les collègues soignants, qui eux aussi développent actuellement beaucoup la recherche sur le monde soignant. Enfin voilà un petit peu à gros traits quels sont les caractères de l'avenir. Merci. Et donc parlant du numérique, je saisis la balle au bon. Stanislas Niox, comment voit-on les choses du côté de Doctolib ? Écoutez, également très dur pour moi de te répondre et aligné avec ce qui vient d'être dit. C'est sûr que pour moi, l'hôpital de demain, c'est un hôpital humain. Et vous l'avez bien dit, et on le sait tous, aujourd'hui, les personnels de santé ils sont sous pression par les patients, la charge administrative, le numérique. Ils sont sous pression par les silos. Ils ont parfois des plans de rémunération, des plans de carrière, des plans de formation continue et initiale qui ne sont pas au rendez-vous. Et donc c'est sûr que je dirais que le premier objectif de l'hôpital de demain, c'est de se dire il y a 2 millions de Français qui travaillent dans le secteur de la santé, des personnels de santé au sens large. Comment on fait pour qu'ils aient une qualité de travail au rendez-vous ? Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils soient formés ? Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils progressent ? Le point numéro 2 est bien sûr sur le numérique. Et donc là, je vous rejoins à 100%. Aujourd'hui, le numérique pour le numérique, il fait peur. Le numérique pour le numérique, il est source d'exclusion. Alors qu'on sait à quel point le numérique peut être utile. Et on l'a vu sur les 18 derniers mois, et on aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, est-ce que le numérique il peut être facteur d'accès aux soins ? La réponse est oui. Est-ce que le numérique il peut responsabiliser le patient en l'informant, en lui donnant la capacité d'accéder à l'hôpital, en lui donnant la capacité de devenir acteur de sa santé? La réponse est oui. Est-ce que le numérique il peut aider le professionnel de santé à mieux soigner, à mieux diagnostiquer, à mieux prendre en charge son patient, à mieux coopérer? La réponse est forcément oui. Et donc, j'espère qu'il y aura plein d'entreprises comme nous, plein d'initiatives régionales comme les nôtres, pour aller se dire que le numérique, c'est facteur d'amélioration et pas d'exclusion. Et donc, c'est sûr que se dire que la charge administrative est divisée par 2, c'est sûr que se dire qu'on concentre l'hôpital
sur les tâches qui lui sont allouées et qu'on permet une coopération instantanée, rapide entre les différents silos que vous décriviez bien à l'intérieur de l'hôpital ou entre la ville et l'hôpital. Je pense que le numérique peut solutionner ça. Aujourd'hui, l'hôpital investit 0,7% de son chiffre d'affaires dans le numérique ou de son budget, si on est une clinique privée ou un hôpital. 0,7%, alors que les meilleurs hôpitaux en Europe, en France, ils investissent 2,5% dans le numérique. Je ne parle même pas aux États-Unis ou au Japon, Corée, où ils mettent 6 à 7%. Et ce n'est pas qu'un enjeu d'investissement, c'est aussi un enjeu de formation des soignants, du personnel de santé sur le numérique. Mais avec un numérique qui est utile et utilisé. Et on en reparlera durant les 18 derniers mois, mais un numérique qui n'est pas utile au confort de travail des soignants, qui n'est pas utile à la qualité de soins, qui n'est pas utile à l'accès aux soins et qui n'est pas utilisé partout, c'est un numérique qui ne sert à rien. C'est un numérique qui juste crée de la complexité et de la charge administrative pour rien. Donc, c'est sûr que l'hôpital de demain, pour moi, c'est un hôpital numérique. Et enfin, le troisième point, pour moi, c'est un hôpital qui est ouvert. Et vous avez tous beaucoup plus d'expérience que moi sur la place de l'hôpital dans le territoire, et vous l'avez bien dit, c'est sûr qu'un hôpital qui est ouvert, c'est peut-être un hôpital qui fait 30-40% d'urgence en moins. C'est peut-être un hôpital qui fait 20-30% de consultations en moins. C'est peut-être un hôpital qui est plus fort sur les primo-consultants en fonction des pathologies, en fonction des territoires et en fonction de l'offre libérale ou privée autour de lui. Et donc oui, pour moi, la place de l'hôpital elle est très importante. Ce n'est pas qu'un enjeu de numérique, c'est aussi un enjeu de parcours et de filière de soins. Et donc, humain, numérique, place de l'hôpital. Moi, je reste super positif et nous, on travaille avec 250 hôpitaux aujourd'hui et puis je l'ai vu sur les 18 derniers mois et ça a très bien été dit. Est-ce que notre système de santé il est bon? La réponse est oui. Est-ce que la qualité de soins elle est extraordinaire? La réponse est oui. Est-ce que la qualité de la recherche elle est extraordinaire? La réponse est oui. Et donc je pense qu'il faut être tous positifs sur notre système de santé. Par contre, les défis qui sont devant nous, ils sont grands. Ils sont autour du suivi des patients polypathologiques, comme vous l'avez bien dit, de la coopération de soins, de la formation, des parcours, des carrières et du numérique. Mais je pense qu'on a les ressources pour aller transformer chaque hôpital, chaque cabinet. Et je pense que c'est ça qui fait la différence à la fin. C'est-à-dire, au-delà de grandes stratégies, chaque hôpital, chaque cabinet, chaque structure médico-sociale compte. En tout cas, voilà, c'est la conviction que j'ai. Et bien sûr, il faut investir humain et numérique avant tout. Merci. Donc on vient de voir un certain nombre de déterminants qui vont engager des mutations pour l'hôpital, que ce soit donc les évolutions techniques, technologiques avec le numérique, que ce soit les contraintes financières, les conséquences de la crise, les évolutions des modes de vie, des attentes des professionnels également. Le sujet reste bien sûr le même. Au fond, il s'agit de mieux soigner et de donner plus de place aux patients dans les organisations. Alexandre Berkès, Brigitte Volta-Pollet, comment faire pour mieux associer le patient, pour améliorer l'acte de soin? Alors, je vais peut-être répondre. Le premier choix, c'est de considérer le patient comme un acteur du soin, mais aussi un acteur du système de santé. Et puis aussi, peut-être d'en faire un choix stratégique, des enjeux stratégiques pour l'établissement. Donc c'est un peu le pari des Hospices civils de Lyon qui ont mis en place effectivement un dispositif très pragmatique qui est basé en fait, qui a été construit par un binôme professionnel et patient partenaire. Donc c'est ça aussi l'originalité, c'est-à-dire il y a la connaissance effectivement du système de santé, mais également la connaissance du parcours du patient, puisque finalement l'objectif principal est d'améliorer le parcours du patient, donc ne pas oublier finalement la raison d'être de l'hôpital. Et l'originalité en fait de ce qui a été mis en place, c'est d'avoir construit un dispositif basé sur l'expérience de la maladie, donc du coping du patient, et de l'instaurer au niveau institutionnel. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait face à l'incertitude, comment est-ce qu'on fait face à la complexité, et comment on vise à améliorer le dialogue entre les professionnels et les patients.
Donc le dispositif qui a été mis en place n'est pas centré sur le patient, mais il est centré sur la relation. Et vous en avez parlé. Effectivement, ce qui est important, c'est de dire comment est-ce qu'on nourrit ce dialogue, parce qu'effectivement, il y a des enjeux, vous avez parlé des enjeux numériques, digitaux. Donc là, effectivement, il y a aussi l'intelligence artificielle. Mais à côté de l'intelligence artificielle, il y a aussi l'intelligence humaine. Et comment on remet cette intelligence humaine en prenant en compte tous les acteurs en fait, de l'hôpital. Comment est-ce qu'on fait pour effectivement orchestrer ces voix plurielles qui sont à la fois les voix des professionnels, les voix des représentants des usagers, des patients partenaires et de l'institution, puisque l'institution aussi est un acteur à part entière. Alors, pour compléter ce que vient de dire Brigitte, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces dynamiques là qu'on est en train de discuter qui se passent à l'hôpital, elles sont souvent avant tout déterminées par des changements sociétaux. Et si je prends mon expérience, j'ai passé une dizaine d'années au Québec sur des projets de partenariat avec les patients. Et globalement, une situation assez commune de ce qu'on a en France, c'est voir à l'avenir, si là on essaye de se projeter un petit peu, c'est-à-dire le système de santé ne tiendra pas si on essaye de répondre à l'ensemble des besoins qui vont émerger en maintenant notre organisation actuelle. C'est-à-dire on va juste s'essouffler, s'épuiser. Et on ne peut pas faire en sorte qu'à chaque interaction, justement on parle beaucoup de prise en charge, mais le terme lui-même illustre un petit peu le symptôme, c'est que si à chaque fois qu'une personne a un problème vient dans le système de santé, on y répond du mieux qu'on peut, puis elle repart et on n'a rien fait d'autre, à ce moment-là on n'a pas travaillé à son incapacitation, au développement de ses pouvoirs d'agir sur sa propre santé ou à celle d'autrui, en fait on va s'épuiser à force. On est obligé de mutualiser nos ressources, de mutualiser notre intelligence, notre énergie. On a besoin que ce soit un travail coopératif avec des acteurs qui ne sont pas uniquement des professionnels de santé, pas uniquement des membres du système hospitalier, mais que justement on reconnaisse que des personnes ont des savoirs expérientiels de la vie avec la maladie, des soins et services de santé, qui sont pleinement engagés dans le soutien d'un proche ou d'une personne qu'ils souhaitent accompagner, et que ces savoirs-là peuvent nous aider en tant que système de santé à prendre soin de ces personnes dans une logique de trajectoire et justement de territoire. Et que déjà une première chose, c'est de dire comment on fait en sorte, sachant quand on voit ce qui s'en vient en termes d'évolution des besoins populationnels en matière de santé, de réorganiser de manière à reconsidérer de nouveaux acteurs qui aujourd'hui ne sont pas considérés comme des acteurs de soins ni des acteurs de la santé. Donc déjà, comment on fait dans les facultés de médecine, les instituts de formation des sciences infirmières pour qu'on travaille à la reconnaissance des savoirs expérientiels de ces personnes concernées qui vivent depuis 20 ans avec le diabète, avec l'hémophilie, avec une fibromyalgie, avec plein d'autres situations de santé qui font qu'on développe une intelligence du soin qui peut être mobilisée de manière complémentaire à une équipe de soins. Donc ça, c'est le premier élément structurant de ce qui s'en vient. Ensuite, peut-être que, comme on disait, si chaque interaction est l'occasion de diminuer le degré de dépendance d'une personne au système de santé, justement, peut-être que ça dégage une partie, vous disiez juste avant, que peut-être que l'hôpital fera moins de certaines activités, plus que d'autres, etc. Et comment faire en sorte, en même temps, vous aviez parlé de silos, que des professionnels actuellement pas outillés à changer de paradigme vont certainement se dire « mais moi je ne suis pas confortable ». Dans cette direction-là, et justement, je recontrôle et je remets un environnement sur lequel j'ai un plein pouvoir d'agir et où d'autres acteurs n'interviennent pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire, sachant que c'est le mouvement qui s'en vient, comment on accompagne les professionnels de santé à ne pas les mettre en difficulté en disant votre expertise ne sert à rien ou n'est pas utile ou n'est pas suffisante, mais de dire comment vous travaillez de manière complémentaire avec ces gens-là, en les accompagnant là-dedans et pas en attendant que ça vienne d'eux, sachant que quand on est épuisé, quand on est fatigué et quand on est au sein du système hospitalier, c'est plus compliqué de voir les acteurs territoriaux qu'on ne fréquente pas au quotidien. Ce qui est normal, ce n'est pas un problème d'empathie ou de connaissance. C'est qu'on n'a pas un monde commun avec eux, on n'a pas un agir commun avec eux. Donc c'est peut-être deux des perspectives qu'on peut rajouter de manière complémentaire et qui se passent à l'échelle sociétale. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Je pense que l'hôpital de demain, et là je parle du service public, il est aussi amené à prendre soin de lui. C'est aussi l'expérience du patient. Le patient, avant de s'engager par exemple dans un partenariat, il va prendre soin de lui pour justement pouvoir prendre soin des autres, et l'hôpital public doit prendre soin de lui. Donc c'est cette perspective aussi qui est importante pour l'hôpital de demain. Donc c'est de remettre effectivement, comme on l'a dit, de remettre de l'humain et prendre en compte la précarité, la vulnérabilité et en faire en fait des forces. Ne pas simplement viser la compétition, bien sûr on vise l'excellence, mais c'est aussi reconnaître, et c'est l'expérience je pense de la Covid qui nous a montré qu'on avait des limites, on avait effectivement des perspectives qui pouvaient être même mises à mal par des événements qui n'étaient pas prévus. Donc c'est aussi cette capacité à réagir et à s'appuyer justement sur ces faiblesses en visant une économie d'énergie. Et ça, c'est aussi très important, se mettre en réseau et ne pas oublier en fait les différentes
les différents acteurs, et chacun effectivement a un point de vue qui peut vraiment apporter quelque chose. Merci. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ce qui vient d'être dit. Sinon, je passe directement à Charlotte Pichque pour parler au-delà de l'humain des murs finalement, mais pas que des murs, de l'architecture. Alors comment voyez-vous les choses après la crise Covid, si on entame un nouveau chapitre au-delà des généralités? Tout à fait. Donc c'est vrai que nous, on parle de l'hôpital de demain depuis plus de 10 ans. Hein. Donc c'est vrai que peut-être la crise sanitaire a exacerbé un petit peu toutes les réflexions qu'on mène à l'agence depuis des années. Je voudrais juste partager autour de 6 thématiques quelques réflexions. La première, c'est ce qu'on a mis dans le développement de la performance hospitalière, donc la qualité et la sécurité des soins, évidemment, l'efficience organisationnelle. On s'est rendu compte que la gestion des flux et des parcours de soins, elle était évidemment essentielle, et que comment demain garantir l'étanchéité entre les services tout en maintenant l'hôpital en activité. On s'est rendu compte que la crise sanitaire a mis en place des programmations d'urgence, comment éviter ça dans le futur, permettre l'extensibilité en cas d'afflux. Les services ont dû s'étendre, se rétracter, s'adapter, s'interchanger. Donc tout ça, c'est des sujets qui, évidemment, nous, en tant que concepteurs, nous animent et nous préoccupent. Le deuxième sujet concerne l'amélioration des conditions d'accueil. Alors, au sens large, les conditions d'accueil, évidemment, des patients, des accompagnants. On parlait du patient acteur, c'est effectivement extrêmement important. Il est acteur de sa guérison, il est informé et connecté, ce patient. Donc aujourd'hui, l'humanité, évidemment, de l'accueil et de la prise en charge des patients est vraiment au cœur de toutes nos préoccupations. L'hôpital, c'est aussi un lieu d'ambulation, donc l'importance qui est à donner à la qualité des zones d'attente. On se rend compte qu'on passe beaucoup de temps parfois à attendre, donc on parle de healing hospital ou du design d'espace, donc c'est des sujets qui sont extrêmement importants à mettre en avant. Alors tout ça, évidemment, ça demande des mètres carrés, des surfaces, de peut-être revoir certains référentiels qui aujourd'hui sont peut-être trop contraignants par rapport au sujet qu'on étudie. Et effectivement, il faut que l'hôpital soit humanisant, rassurant. Vous avez également abordé ce sujet. Le troisième point, c'est évidemment l'amélioration des conditions de travail du personnel. On sait que le personnel a souffert, a été évidemment en souffrance pendant cette crise sanitaire. Alors ça va jusqu'à la définition de locaux adaptés, d'optimisation, de réflexion sur les flux, d'optimisation. On parle aussi de magnétohospitaux. Donc comment attirer et des nouveaux talents et du personnel pour participer à ces nouvelles réflexions. La qualité de vie au travail, elle est importante. On sait bien que si on a une bonne qualité de vie au travail, on aura une bonne qualité des soins. Le quatrième sujet, on en parlait tout à l'heure, l'exemplarité énergétique. Évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement important. Il faut aujourd'hui concevoir l'hôpital, il agit sur la planète, donc il faut concevoir des structures éco-performantes, bas carbone. C'est comment on met tout ça en place. Avoir évidemment une réflexion globale et une réflexion en coût global, puisqu'on ne peut pas se limiter au coût de construction de l'hôpital. Il faut réfléchir sur le long terme. Donc utiliser des matériaux locaux, des matériaux évidemment durables. Il faut viser évidemment une sobriété énergétique également. Le cinquième sujet, donc l'efficacité des fonctions administratives, logistiques et numériques. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Alors ça va au-delà du dossier patient informatisé évidemment. Nous, c'est des sujets qu'on développe et qu'on travaille beaucoup à l'agence sur plusieurs sujets. C'est tout ce qui concerne l'hôpital digital, l'hôpital connecté. Aujourd'hui, tout ce qui est mis en place dans le développement tout ce que nous offre cette numérisation dans la logistique, par exemple, c'est comment on va mettre ça en place et comment ça peut avoir une incidence sur l'organisation fonctionnelle. Ça va jusqu'aux largeurs des circulations, jusqu'au positionnement des circulations verticales au cœur des unités. Comment on gère les 30 derniers mètres avec les petits robots qu'on voit circuler là, dans le salon. Comment on va jusqu'à la chambre du patient. Des installations techniques connectées. Aujourd'hui, on a la capacité, avec les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, de faire ce qu'on appelle les avatars numériques, donc de quelque part concevoir complètement l'hôpital avant de bâtir les murs ou de faire les fondations, et donc d'anticiper, de se promener dedans et d'être certain que ce qu'on va élaborer, ce qu'on va construire conviendra. Et le dernier sujet, c'est évidemment évolutivité. Alors on aime bien le mot mutabilité, parce que c'est vrai que
l'hôpital, il a dû être mutable, évidemment, pendant cette crise sanitaire. Alors, l'hôpital, ce n'est pas un bâtiment fini. Hein. Nous, on le conçoit vraiment comme un bâtiment qui doit continuer à évoluer. Ça prend du temps de concevoir un hôpital. La partie étude, la partie réalisation, ça prend entre 5 et 7 ans. Et donc, comment mettre en place des nouvelles organisations pour permettre de faire évoluer les réflexions pendant tout ce temps. Donc l'extensibilité, la transformabilité du bâti pour permettre demain, évidemment, d'éviter les déprogrammations. Et donc, par rapport à ça, nous, la réflexion qu'on voudrait mener, c'est ce que j'ai appelé une nouvelle élaboration des projets, c'est qu'on est convaincu qu'il faut être intégré bien plus en amont dans la conception des projets, qu'il faut co-concevoir avec les soignants, pour les soignants, c'est essentiel. La programmation, c'est un temps long, je le disais tout à l'heure. Il y a évidemment des évolutions d'organisation. Et ce que nous, on souhaite, c'est pouvoir intervenir beaucoup plus tôt, peut-être travailler avec des groupes de travail, avec des patients, avec les soignants, pour pouvoir bien définir quels sont les besoins et quels sont les sujets à mettre en priorité. Merci beaucoup. Jean-Marie Veul, vous qui êtes président de CME d'un hôpital qui a été très tôt et très durement touché pendant la crise dans le Grand Est, au fond, la crise a dû changer beaucoup de choses. On en avait parlé quand nous étions venus avec Frédéric Valtou à Colmar. Mais qu'est-ce que vous retenez finalement de ces deux dernières années presque ? Alors je vais dire une phrase qu'on a tous prononcée ici et qu'on a tous entendue 100 fois, c'est qu'on a retrouvé le sens de notre métier. Très clairement, ce moment de crise nous a permis de se regrouper autour d'un objectif commun qui était le soin de patients, et que l'étau économique se desserrant momentanément, la solidarité professionnelle étant une évidence, tout ça a permis une prise en charge absolument extraordinaire. Et comme souvent les moments de crise, c'est des moments qui sont absolument terribles, mais qui sont aussi exaltants. C'est-à-dire que réellement, on a su retrouver quelque chose qui est notre ADN de soignant. Au fur et à mesure des mois, on constate aussi que cette disponibilité totale, permanente, elle est épuisante. C'est-à-dire que nos personnels, les médecins, les soignants, les personnels administratifs, médico-techniques, enfin tout le monde, sort de cette crise, enfin on n'en est pas sorti, mais est aujourd'hui dans cette crise complètement rincé. Elle est déstabilisante. Nous, on a perdu 2 pneumologues, 2 gastro à la suite de la première vague. 40 ans, au fait de leur technique et de leur profession, ils n'en pouvaient plus, ils sont allés s'installer en ville. On a perdu des IAD qui en avaient marre d'aller faire des nuits en réa et qui sont allés à la clinique d'à côté, qui ne déprogrammaient plus et où elles faisaient leur métier. Très clairement, c'était une expérience qui a été d'une violence incroyable et qui laisse des traces au jour d'aujourd'hui. Donc, ma première idée, c'est de me dire que l'hôpital doit absolument réinvestir massivement dans son capital le plus précieux, qui est l'humain. Et ça va poser des problèmes majeurs et imposer de poser des nouveaux paradigmes. Un exemple simple, nos infirmières ont eu l'habitude dans les services Covid d'être une infirmière pour 7 malades. En général, dans un service de médecine interne, vous avez une infirmière pour 15 malades. Elles ne reviendront plus à 15 malades. Et actuellement, c'est un débat qui est majeur dans mon établissement. Mon directeur, qui est un homme parfaitement ouvert, me dit « Mais tu te rends compte, si on passe à 10 malades, combien de personnel il faut en plus, sachant qu'en plus, c'est dans une pénurie terrible. » Mais clairement, c'est un défi absolument majeur à la sortie, enfin, dans cette crise et à la sortie de cette crise. On a aussi vu et on a touché du doigt quelque chose de particulier pour les médecins, qui est la rigidité de notre cadre d'exercice. On a vu, par exemple, avec nos collègues anesthésistes du privé, leur incapacité à faire de la réa. Nous, on a formé dans les 15 premiers jours du mois de mars, quand c'est arrivé chez nous, on a réaccoutumé des anesthésistes du privé à des gestes de réanimation relativement banaux. Parce que l'exercice exclusif d'une part de leur spécialité les a complètement enfermés. Et ça me rend très inquiet parce que quand on voit la rigidité avec laquelle on est en train de former nos jeunes praticiens, je pense qu'il faut vraiment s'interroger là-dessus. Dans le temps, les réanimateurs médicaux étaient issus
de toutes les grandes spécialités, pneumologues, cardiologues, anesthésistes et ainsi de suite, et se formaient complémentairement et devenaient réanimateurs médicaux. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de venir à une crispation du métier sur une formation exclusive. On va assécher tout le terreau des praticiens qui seraient susceptibles d'abonder des personnels médicaux lors d'une crise. Il faut vraiment s'interroger là-dessus, et la problématique est la même, bien sûr, chez les personnels soignants. Donc, c'était un moment extrêmement dur, enrichissant, mais qui pose un tas de questions pour l'avenir. Et alors, je me tourne vers Yann Bubien. Ce sujet-là de la déprogrammation, c'est-à-dire des professionnels qui sont amenés à faire autre chose en étant réaffectés dans des services, autre chose que ce pourquoi ils ont été formés, c'est quelque chose qui est peut-être encore plus prégnant dans les CHU avec des activités de recours très, très spécialisées. Comment est-ce que vous percevez le sujet et encore aujourd'hui, et puis comment situer l'enjeu de la recherche dans la crise et après la crise? Quelles leçons peut-on en tirer sur ce sujet? Oui, on a effectivement continué dans un CHU, évidemment, sur les activités de recours. On a été très présents. En fait, au tout début de la crise, en 2020, d'abord, nous, à Bordeaux, on a eu le premier patient Covid sur le territoire français. C'était le 24 janvier 2020, je me rappelle très bien. Ça, c'est sûr que c'est assez marquant. Et puis ensuite, on s'est tous organisés, mais comme dans tous les établissements de santé, quels qu'ils soient, on s'est tous organisés en fonction de ça. On a eu une première période quand même de ralentissement d'activité avec le confinement, avec les déprogrammations, avec une concentration sur, évidemment, le Covid-19. Et effectivement, on a des personnels qui sont passés d'un service à l'autre, qui ont été formés aussi. On a eu beaucoup de formations, mais en CHU, on a une masse critique qui est très importante, et on a pu former des professionnels de santé à la réanimation, bien entendu. On a travaillé très bien d'ailleurs avec les cliniques privées. Ce n'est pas le cas partout, mais nous à Bordeaux, sur la métropole, en tout cas, on a bien fonctionné avec les réanimations des cliniques privées. Donc sur les activités de recours, ça a bien marché, mais il a fallu s'adapter aux nouvelles demandes, parce qu'il y a eu quand même, on a oublié déjà, mais il a fallu s'adapter sur les tests, hein. Il a fallu s'adapter sur la vaccination. Il a fallu, au tout début, s'adapter sur, évidemment, avoir des services Covid, pas Covid, des filières Covid, pas Covid. Ça, c'est l'année 2020 qui a été assez difficile, mais avec une concentration générale sur le Covid. Ça, c'est le début de la crise. Après, pour vous parler de recherche, on a développé dans tous les CHU beaucoup de programmes de recherche, évidemment, Covid. C'est vrai qu'il y a eu un nombre de projets déposés en France extrêmement important sur le Covid, ce qui est le cas aussi, évidemment, à Bordeaux. En plus, à Bordeaux, on avait un service de maladies infectieuses très, très performant qui a déposé beaucoup de projets en la matière, et on a beaucoup travaillé en recherche contre le Covid. Donc il a fallu à la fois faire les soins, l'enseignement, la recherche comme avant, se concentrer sur le côté, sur le volet Covid, évidemment, puisque c'était la demande majeure. Aujourd'hui encore, on en est là, parce qu'on parle de l'hôpital de demain après la crise, mais à la crise succède la crise. On passe de crise en crise. Nous, en plus, on a eu cet été une quatrième vague qui était relativement importante, alors que on a eu des vagues successives qui ont été plus ou moins importantes en Nouvelle-Aquitaine, mais on a eu cet été encore une vague. Là, on voit qu'on a un rebond épidémique. On a par ailleurs en plus des problèmes aux urgences, avec des difficultés, là, pour le coup, avec les autres acteurs du territoire, qui fait que tout se concentre sur les urgences hospitalières. On a aux urgences pédiatriques l'épidémie de bronchiolite qui est beaucoup plus virulente qu'elle ne l'était, évidemment, la saison dernière, puisque tout le monde était respecté davantage les gestes barrières. Donc là, on a l'impression de passer de crise en crise, et à la crise succède la crise, et de gérer à la fois le quotidien et de continuer à gérer ces pics de crise et ces sujets Covid. Ce matin, j'ai fait 2 cellules de crise à la suite, une première sur les urgences pédiatriques, une deuxième sur le Covid-19 et tout ce que ça impliquait dans le CHU, là aussi avec des déprogrammations encore, et beaucoup de sujets qui n'arrêtent pas
de se renouveler au quotidien. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est après la crise pour l'instant, puisque pour moi, on la vit toujours. Mais un CHU comme le mien, il a su évidemment se confronter à toutes les demandes par ailleurs, ce qui fait aussi la lassitude, l'épuisement, la fatigue des personnels aujourd'hui et qui nous affecte tous et qui m'inquiète aussi pour l'avenir, évidemment. Oui, alors, effectivement, à l'origine, le titre de la conférence comportait un point d'interrogation à la fin. Parce que point d'interrogation. Il a sauté à un moment donné, ouais. Mais je fais le parallèle avec une conférence qui s'est tenue hier ici aussi avec The Shift Project, qui est un think tank sur la transition écologique, et qui nous ont parlé de transition écologique dans le système de santé. Donc ils nous ont dit d'ailleurs que le système de santé, ils ont fait le calcul, c'est à peu près 8% des émissions au niveau national, des émissions totales de gaz à effet de serre, dont la moitié pour les médicaments. Et ils disaient qu'au fond, on continue à parler de crise climatique, alors qu'on voit bien qu'avec la dégradation de la biodiversité, le réchauffement climatique, on va aller d'épisode en épisode, de crise en crise, et qu'au fond, les crises de types différents sont tellement rapprochées qu'on est en crise permanente. Et c'est vrai que ça questionne même l'usage du terme. Stanislas, vous avez évoqué tout à l'heure, à demi-mot, le potentiel de l'outil numérique dans la crise, mais pas seulement pour mieux soigner. Alors, au fond, quelle a été votre expérience de la crise Covid, et quelle est-elle encore, cette expérience ? Alors, longue question, mais c'est sûr que les 18 derniers mois, ils nous ont prouvé, que notre système de santé il était très important. Donc là, je vous rejoins, que notre système de santé, il était bon. Et donc là, soyons positifs. Nos hôpitaux sont forts, nos soignants sont forts, nos personnels administratifs sont bons. Et la santé est un bien commun. Donc je dirais que la première chose, avant même de parler du numérique, c'est de se dire que cette crise, il nous a fait nous dire que la santé, c'était important. Alors bien évidemment, tout le monde ici pense ça, puisque la majorité d'entre vous, comme moi, travaille dans la santé et a fait le choix par vocation de travailler dans la santé. Je pense que c'est important quand même. Et donc, comme c'est important, comme c'est un bien commun, il faut tous travailler ensemble pour l'améliorer. Et ça aussi, je pense, ça a été une des expériences des 18 derniers mois, c'est de se dire que initiatives publiques, privées, hôpital, libéral, région, ville, travaillons tous ensemble pour améliorer la santé des gens et le quotidien des 2 millions de Français qui travaillent dans le secteur de la santé. Et bien sûr, nous, on l'a expérimenté, puisqu'on est une entreprise privée, qu'on a créée en 2013 avec ce projet qui est de se dire on peut être une boîte privée et servir l'intérêt général, et je le crois. On peut être un praticien salarié libéral, un cabinet, un hôpital, une ville, une région, et on peut tous tirer pour améliorer notre système de santé. Ce qui s'est passé, je peux prendre 2 minutes, nous en mars, on commence à nous dire, les cabinets vont fermer, l'activité va être déprogrammée. En 48 heures, les cabinets de dentistes, kinés étaient fermés, seul pays du monde qui a fait ça. Et les médecins ont perdu 50% de leur activité. Les médecins spécialistes, 71% de leur activité. Donc là, on a commencé à échanger avec le ministère, avec les soignants, à se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Ok, il faut faire la continuité des soins. Ok, comment on fait la continuité des soins ? On fait la téléconsultation. Et donc, on a déployé la téléconsultation. En l'espace d'une semaine, 20 000 soignants. En l'espace d'une semaine, 2 millions de téléconsultations par mois. En l'espace d'une semaine, France, premier pays de téléconsultation du monde. Et donc on se dit souvent, la France est en retard, le numérique on est en retard, les soignants sont en retard, l'hôpital est en retard. La réalité, c'est que la téléconsultation, énorme succès, et surtout engouement qui se continue aujourd'hui, puisque soigner des patients à domicile, après une intervention, pour des maladies chroniques, avec une infirmière, une aide-soignante au domicile du patient, oui, la téléconsultation, ça a vu le jour et ça s'est démocratisé durant la crise. Et il y a plein d'autres exemples comme ça, campagne de tests, vous en parliez. Au début, on était péniblement à 10, 20 000 tests. Et puis, on avait les résultats au bout d'une semaine, 15 jours. Et la réalité, c'est qu'au mois d'août, nous, on s'est mis au travail, on a équipé des laboratoires, des pharmacies. Et puis, très vite, en fait, on a géré plus de la moitié de la campagne de tests. Et très vite, les laboratoires, les pharmacies, ils ont fait un travail extraordinaire. Et très vite, on est devenu l'un des pays au monde qui teste le plus et le mieux avec des résultats rapides. Et la campagne de vaccination est un très bon exemple d'une initiative collective. On s'est beaucoup plaint au mois de janvier, février, mars, en disant on est en retard, les Israéliens, les Américains, les Anglais sont meilleurs que nous.
La réalité, c'est qu'ils étaient meilleurs que nous parce qu'ils avaient des doses et qu'on n'en avait pas. Mais la réalité, c'est que dès qu'on en a eu, on a été meilleurs qu'eux. Et aujourd'hui, on a vacciné 90% des patients adultes. Et on est largement devant nos amis américains, anglais, israéliens et même nos amis allemands. Pourquoi ? Parce que les centres de vaccination ont fait un travail extraordinaire. Vous êtes sûrement allés dans des centres de vaccination où vous avez géré des centres de vaccination. Les centres de vaccination dont la moitié étaient gérés par les hôpitaux eux-mêmes ont fait un travail extraordinaire. Parce que les villes ont fait un travail extraordinaire, les soignants, et parce que le numérique était au rendez-vous. Et le numérique, 75% prise de rendez-vous en ligne pour la campagne de vaccination, rendez-vous en moins d'une semaine pour la campagne de vaccination. Nous, on a eu des dizaines de pays dans le monde qui sont venus vers nous pour nous dire mais comment vous avez géré cette campagne de vaccination et comment vous l'avez rendue efficace, rapide et accessible pour tous, à la fois avec des campagnes de aller vers, mais à la fois avec une accessibilité à la vaccination. Et donc, moi, je dirais que la suite de cette crise, c'est de se dire, initiative publique-privée, locale, nationale. Je pense que le système de santé, il en vaut la peine. Je pense que la santé des patients, elle en vaut la peine. Et deux, c'est sûr que le numérique a été un atout parce qu'il a aidé les soignants à créer le cabinet à l'hôpital de demain, mais parce qu'il a surtout aidé les patients à être informés, à comprendre ce qui leur arrivait, à savoir où aller, et donc à devenir acteurs. Et vous l'avez très bien dit, c'est sûr que cette crise, oui, elle a mis devant de la scène les soignants et les hôpitaux, et elle a aussi mis en devant de la scène les patients. Et je pense qu'on a tous pris conscience, en tant que patient, pas que en tant qu'acteur du système de santé. Le mot même de système de santé me paraît un peu impropre. On a compris en tant que patient que ce système, il fallait en prendre soin. Alors je rebondis sur vos dernières phrases sur le patient, puisque une des conclusions de la crise et du fameux Ségur de la santé, ça a été de mettre en œuvre les évolutions attendues et nécessaires sans doute de médicalisation de la gouvernance hospitalière. Mais qu'en est-il de la place des patients dans les évolutions de la gouvernance demain? Comment faire pour mieux associer les patients dans l'organisation de l'hôpital? Est-ce que vous avez des pistes, Alexandre ou Brigitte? Des pistes et surtout des expériences. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on travaille là-dessus et qu'on expérimente cela. Et la première chose qu'on se demande quand on parle d'organisation des soins, c'est d'abord quel type de soins on veut offrir et puis comment on veut les offrir. Et puis que ça réponde aux besoins populationnels et pas uniquement aux besoins des professionnels. Ce qui est difficile, parce que comment est organisé, selon comment est organisée la gouvernance, si on se réunit essentiellement en tant que professionnels et qu'on définit ensemble comment ça va s'améliorer, c'est difficile d'avoir un autre point de vue pris en compte, pas parce qu'on est de mauvaise foi, encore une fois, mais parce qu'on n'a juste pas sous la main les données et on n'est pas non plus... On n'a pas la cage d'écho qui fait en sorte que ce qu'on va entendre, même si par exemple on va faire un sondage patient, on fait un forum citoyen, on va chercher une grande quantité de savoir des personnes, notre prisme professionnel fait en sorte qu'on filtre, qu'on subordonne certaines choses par rapport à d'autres, et que donc même avec une bonne foi, il faut justement, on voit qu'il y a des limites. Donc quand on se pose cette question, j'aurais un avis un peu plus contrasté que Stanislas là-dessus, c'est que justement beaucoup de patients ou beaucoup de citoyens en fait ont considéré qu'ils n'étaient pas assez mobilisés pendant la crise. Il y a eu on pourrait, si on parle le mot de crise, mais il y a eu des enjeux dans la démocratie en santé quand même assez majeurs, notamment les représentants des usagers ont été très peu sollicités. On n'a plus tenu les commissions des usagers dans beaucoup d'établissements, ils n'ont pas été associés aux cellules de crise. Donc il y a eu quand même une contraction du système de santé sur les professionnels qui est normale les premières semaines, les premiers mois de crise. Quand on arrive à 6 mois, 8 mois, 1 an et qu'on n'est plus en période d'urgence, on peut comprendre que là, il y a une attente de la part de la population, des associations de patients et autres, de dire on aimerait réfléchir avec vous sur les manières d'apprendre de ces situations-là. Donc déjà, dans la démocratie en santé, même purement réglementaire, on a vu que pendant cette crise sanitaire-là, on n'a pas respecté l'ensemble de nos engagements sociaux, collectifs, légaux associés à cela. Et sans considérer la partie qu'on a mentionnée tout à l'heure, qui est la partie communautaire. C'est-à-dire qu'en France, il y a des dizaines et des centaines de milliers de personnes, au moment de la crise, des patients ou des proches, qui avaient déjà des savoirs expérientiels, ils ont déjà expérimenté pour eux-mêmes ou des proches comment on se prépare à un confinement de plusieurs mois. Comment on s'assure de prendre soin de sa santé mentale, de sa santé psychique pendant une telle période? Parce qu'ils ont eu des traitements en long cours, parce qu'ils ont dû s'isoler du milieu du travail, d'autres choses. Et tout de suite, on n'a pas réussi, on n'est pas organisé d'une manière où on a pu capitaliser là-dessus.
Et dire, mais comment vous faites? C'est quoi les savoirs concrets que vous mobilisez au quotidien? Par exemple, garder un rythme de travail et de manger aux heures plutôt que des choses extrêmement simples. Mais il y en a des choses beaucoup plus compliquées et que des gens ont mobilisées parce que sur l'expérience des infections également, c'est des gens qui avaient des systèmes immunitaires diminués et qui ont dû prendre en situation habituelle des précautions en termes de gestes barrières, en termes d'adaptation de la vie au quotidien pour prendre soin de ces dimensions-là. Donc, on a eu quand même un contexte où la participation d'autres acteurs que les professionnels était difficile. Et comme encore une fois, je leur dis, dans les premiers temps, les milieux associatifs, patients et citoyens le comprenaient. Au bout de plusieurs mois, quand on était dans une période de, pas un retour à la normale, mais plus saine, en tout cas dans laquelle on pouvait discuter de manière plus calme autour de la table, on n'a pas eu ce retour. Il n'y a pas eu davantage d'implication. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que quand on se pose cette question-là, aujourd'hui, il y a deux grands leviers majeurs qui sont utilisés, on va voir si dans les années à venir, ils sont prometteurs. Le premier, c'est celui de l'expérience patient. On en a parlé, on essaye de sortir de la logique de la satisfaction pure, aller chercher d'autres dimensions de l'expérience de la personne, c'est-à-dire quels sont les éléments marquants, quelles sont les actions amélioratives qu'il identifie. Et on a des questionnaires comme les questionnaires ISATIS qui sont donnés, mais duquel on ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire on collecte beaucoup de données d'expérience, mais une fois qu'on l'envoie au cadre de santé, à la limite, il peut le mettre dans sa sauvegarde de courriel, et puis c'est réglé, et puis il n'y a pas d'obligation d'en faire des actions amélioratives et d'en faire quelque chose derrière. Comment on fait en sorte que ce matériel, qui est produit par des personnes concernées, des centaines, des milliers d'entre eux, comment on peut accompagner des cadres de service, des soignants d'un service, c'est-à-dire, venez, on les regarde avec vous, et des usagers du service. Et on vous accompagne en tant que nous, par exemple, aux Hospices Civils de Lyon, on est employés par les hospices pour aller accompagner les professionnels à travailler cette dimension qualitative de l'ISATIS et de dire, on va chercher des patients du service, on va le travailler avec vous et les patients, identifier ensemble qu'est-ce que veut dire ces résultats. Donc déjà, on va moins filtrer que par le prisme professionnel qu'est-ce qu'il y a dans ce verbatim. On va identifier des actions amélioratives ensemble. Et puis surtout, c'est qu'on va avoir des personnes qui sont ont beaucoup plus d'intérêt à voir ces améliorations se mettre en place parce que nos cadres de santé changent de service, etc. Et donc, quand c'est des actions sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a des patients qui, eux, vont continuer à être suivis dans ces services. Et donc, vont avoir un intérêt à ce que ça se déploie. Donc, le premier, c'est l'intégration de l'expérience patient avec les patients. C'est-à-dire de faire en sorte d'arrêter de faire ce qu'on a tendance à faire, c'est-à-dire des approches pour les patients. L'approche centrée, c'est intéressant pour le commerce, mais ça reste une position où on doit travailler pour l'intérêt de l'autre. Et vous parliez de développement durable, on a vu les limites qu'il y a à vouloir émanciper les pays du Sud ou les pays en voie de développement. C'est nos catégories d'émancipation, on essaye de les émanciper à notre manière, et des fois ça ne correspond pas ni à ce qu'ils souhaitent, ni d'ailleurs les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. C'est un peu les mêmes limites qu'on essaye de questionner avec le partenariat patient, c'est de dire il est nécessaire, même si on est compétent, même si on est bien intentionné, de travailler directement avec. Ça paraît pas forcément plus efficace d'une première pensée, mais c'est plus légitime, déjà, premièrement juste du point de vue éthique et politique, et ça permet, ce qu'on voit surtout, c'est d'améliorer de manière générale la performance, ce mot-là il peut être défini, il peut avoir des connotations, mais la performance du soin. Quand on voit qu'il y a 50, 60, 70% d'inobservance au traitement pour plusieurs maladies chroniques, soit on a 50 à 70% de mauvais patients, qui apparemment sont tellement de mauvaise volonté que quand ils sont levés le matin, ils se sont dit tiens, je vais faire volontairement un acte qui nuit à ma santé, ou on se dit qu'il y a quelque chose il y a un manque d'alliance thérapeutique, ça ne fait pas sens pour lui de prendre le traitement de cette manière-là, etc. Et donc, cette approche-là, encore une fois, c'est de dire on pense que les résultats inadéquats actuellement qu'on voit dans les soins ou dans l'organisation des soins sont dus notamment au fait qu'on prend ces décisions pour les personnes plutôt qu'avec elles. Donc, comment on change la façon de prendre des décisions dans les soins, en partenariat dans les soins, comme Brigitte l'a mentionné tout à l'heure, ou en partenariat avec les patients dans l'organisation des soins. L'amélioration continue des services, les plans stratégiques des établissements, la gestion de la crise. Et donc, on voit que ces méthodologies-là nécessitent souvent un appui méthodologique qui, aujourd'hui, est en train de s'institutionnaliser dans les établissements. La PHP le fait, le CHU de Rennes le fait, plusieurs sont dans cette direction-là. Et Brigitte, tu voulais compléter sur le dispositif ? Oui, en fait, ce que je voudrais dire aussi, c'est... tu as parlé effectivement de cette dynamique de démocratie en santé. Je crois qu'il y a aussi des choses nouvelles à créer parce qu'il y a maintenant la voix singulière qui s'exprime à travers le partenariat des patients. Il y a les représentants des usagers. Et je crois que vous avez parlé de la force justement de cette créativité que les institutions françaises ont, les établissements de santé. Je crois qu'il y a des pratiques nouvelles aussi à mettre en place. C'est-à-dire comment est-ce qu'on conjugue à la fois cette voix singulière et cette voix collective. On a parlé de résilience et d'engagement. Et en fait, qu'est-ce qui fait la résilience? Qu'est-ce qui fait l'engagement? Eh bien, c'est justement quand on s'adresse à la personne. Donc, comment est-ce qu'on arrive à
à la fois à écouter cette voix singulière, mais aussi à transformer au niveau collectif. Et au niveau de la gouvernance, eh bien, il y a aussi la possibilité il y a des comités éthiques, par exemple, eh bien, c'est de mettre aussi dans les comités d'éthique des patients. Vous avez parlé de la recherche. Maintenant, on a mis en place aux hospices des patients partenaires qui interviennent dans le choix des jurys, enfin qui participent au jury de sélection de la recherche. Donc, vous avez parlé de redonner du sens, mais finalement, c'est d'aller dans cette économie d'énergie, d'avoir une vision commune et de revoir en fait quelles sont les priorités. Je crois que c'est peut-être ça aussi le bienfait de la crise, parce qu'en tant que patiente, je peux dire que la maladie, c'est à la fois quelque chose effectivement qui bouscule, mais c'est aussi l'occasion d'apprentissage. Et je crois qu'il faut savoir rebondir sur la Covid en disant on a mis en place des apprentissages, et donc c'est ça qu'il faut effectivement développer au niveau de la gouvernance. C'est cette résilience et de dire qu'est-ce qui a apporté du nouveau en fait. Vous avez parlé de la téléconsultation. En tant que patiente, je me suis réjouie de la téléconsultation parce que à ce moment-là, je me suis retrouvée face à face au médecin. Habituellement, quand je vais voir mon médecin, il est derrière l'écran, je ne le vois pas. Donc, si vous voulez, c'est de renouer ce dialogue aussi. Et on a vu le paradoxe de la téléconsultation où on se préparait. C'était vraiment un moment particulier et ça a donné une intensité dans la relation qui avait complètement disparu. Donc, c'était un peu le paradoxe et c'est ce que nous a appris la Covid, en tout cas. Donc, voilà, je crois qu'il faut avoir confiance. Et quand on parle aussi de résilience, c'est des valeurs. En fait, on parle pas toujours des valeurs en fait, qui sont la confiance. C'est la reconnaissance aussi de l'autre, même s'il est vulnérable. Il a un point de vue qui peut être tout à fait pertinent. Et ce n'est pas parce qu'on est dans la précarité ou parce qu'on a effectivement une difficulté à s'exprimer qu'il ne faut pas mettre en place des dispositifs, et notamment à travers tous les projets de littératie, pour écouter cette voix qui effectivement va permettre d'améliorer le parcours de nombreux patients. Non, je garde. Merci. Une réaction non. Bon, sinon, je voudrais qu'on aborde un dernier sujet qu'on a effleuré, le sujet du territoire, pour différentes raisons. D'abord, on voit bien qu'il y a le sujet des urgences, de l'accès aux soins. On donnait hier un chiffre qui est que dans la totalité des départements en France, sauf 4, on a eu depuis 10 ans à la fois une augmentation du nombre de passages aux urgences à l'hôpital et une baisse du nombre de médecins généralistes installés. Et dans plus d'un tiers d'entre eux, cette hausse pour les passages aux urgences est de plus de 10%. Et en même temps, la baisse du nombre de médecins généralistes installés est de plus de 10%. Donc c'est vraiment des phénomènes très forts que Yann Bubien évoquait à propos de Bordeaux, je crois, sur la tension aux urgences. Comment est-ce qu'on peut, dans ce cadre-là de tension, travailler avec les professionnels de ville, mais aussi avec les collectivités territoriales, et peut-être sur d'autres sujets qui sont aussi au cœur des crises? Oui, j'ai essayé d'en parler un peu tout à l'heure en disant que c'était effectivement un des pivots majeurs de l'hôpital de demain d'après-crise, mais qui normalement existe déjà, parce que ça fait 20 ans qu'on en parle. Et on a eu déjà des lois sur le sujet, on a eu déjà beaucoup de discussions, beaucoup de textes en la matière. On voit bien qu'on a quand même de très grandes difficultés. Et c'est ce que vous disiez à l'instant en annonçant ces chiffres. On voit bien qu'on a beau donner des textes réglementaires ou législatifs qui, normalement, portent engagement sur le territoire. On voit qu'on a beau mettre des primes, des rémunérations spécifiques. On voit bien qu'on arrive au bout d'un système, puisque on voit aussi une désertification qui se fait. On voit qu'on a des professionnels de santé qui veulent s'installer plutôt dans les grandes métropoles. Et je ne suis pas certain que la crise Covid, où on nous a dit que tout le monde voulait repartir à la campagne ou dans des petites villes, etc., je pense que sans doute certaines personnes l'ont fait, mais que ça va se réguler de nouveau. Et en tout cas, actuellement, on ne voit pas ce phénomène ni s'amplifier. Et quand il existe, il va plutôt de très grandes métropoles vers d'autres métropoles. Et donc, on se retrouve toujours avec des territoires qui sont en difficulté.
Et ça, il faut bien l'entendre. C'est vrai qu'il y a des patients qui ont des difficultés à trouver des professionnels de santé, médecins généralistes certes, mais aussi spécialistes, avec certaines spécialités qui ont disparu de certains départements, ce qui pose quand même de très grands problèmes. D'où évidemment nos établissements de santé publique qui sont là en première ligne et dont on attend beaucoup. Évidemment, et on le voit sur les urgences pédiatriques, ce n'est pas un phénomène nouveau. On voit bien qu'aux urgences pédiatriques, beaucoup de passages sont des passages qui devraient être des consultations chez un pédiatre. Mais comme aujourd'hui, on n'a plus de pédiatres en ville ou très peu, et encore, moi évidemment, à Bordeaux, on a beaucoup de médecins qui sont installés sur la métropole bordelaise et sur l'ensemble du département. Mais si on prend la Nouvelle-Aquitaine, qui est la région dans laquelle je suis, c'est extrêmement disparate d'un département à l'autre et d'une région et d'un territoire à l'autre. Voilà. Donc on a vraiment ce travail à engager. Il est extrêmement difficile à faire. On voit bien que tous les textes n'ont pas permis d'inverser la donne. On voit bien que si on voulait vraiment le faire, il faudrait être beaucoup plus coercitif, ce que personne n'a envie de faire aujourd'hui, ou en tout cas personne ne s'engage sur cette voie-là aujourd'hui. On voit bien que l'incitatif n'a pas permis, en tout cas jusqu'à présent, d'inverser la donne, mais peut-être même que le coercitif n'y arriverait pas, parce que c'est aussi un changement de génération, un changement de mode de vie qu'il faut aussi intégrer. Alors certes, on a parlé du numérique, on a parlé de la téléconsultation, ça fonctionne et c'est très bien, on peut faire beaucoup de choses. Mais est-ce que ça suffira ? J'en suis pas intimement persuadé. En tout cas, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir. Vous disiez tout à l'heure, collectivités territoriales, oui, elles sont de plus en plus demandeuses, même si elles n'en ont pas la compétence aujourd'hui, mais d'engagement sur le secteur de la santé. Mais on a les agences régionales de santé avec lesquelles on travaille plutôt bien d'ailleurs, sur les territoires, qui se retrouvent avec des difficultés qui sont extrêmement importantes. Et quand on est à la tête d'un CHU ou d'un gros hôpital et que sans arrêt on nous dit est-ce que tu peux aller aider dans telle spécialité à tel endroit, est-ce que tu peux envoyer des médecins, est-ce que tu peux former, c'est extrêmement difficile, et surtout en ce moment où alors là on a des grosses difficultés en plus de recrutement. Nous on n'a pas de difficultés de recrutement médical, mais par contre paramédical on a les mêmes difficultés que les autres, parce qu'en plus à Bordeaux évidemment les loyers et l'immobilier est devenu extrêmement cher, ce qui fait qu'il faut aller très loin maintenant pour vivre décemment, et donc c'est extrêmement compliqué pour beaucoup de professionnels de santé. Donc on se retrouve dans une situation qui est extrêmement difficile. On nous demande d'être recours, on nous demande beaucoup de choses, on nous demande d'agir, et en même temps on a assez peu de moyens de le faire. Alors bien sûr, on a des équipes médicales et paramédicales qui sont prêtes à s'engager, qui sont prêtes à aider sur des territoires plus éloignés, mais on voit bien qu'on arrive vite au bout d'un système, au bout d'une réflexion. Moi, je crois qu'il va falloir que tous ensemble, on réfléchisse plus activement en décloisonnant et en voyant comment on peut travailler vraiment efficacement sur des territoires, mais tout en tenant compte de la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire des nouvelles volontés des professionnels de santé. Si on leur impose quelque chose qui va à l'encontre de leur mode de vie, de leurs souhaits, on n'y arrivera jamais. Ça marchera une semaine, ça marchera 2 mois, mais ça n'ira pas très loin. Et donc il va falloir qu'on soit très imaginatif, très inventif en la matière. Merci. Oui, c'est vrai que sur les spécialités, on rappelait hier un chiffre sur les psychiatres, qui était un chiffre de l'Inspection générale des affaires sociales d'il y a 2 ans, qui disait que pour 100 000 habitants, l'écart entre les territoires allait de 1 à 40 en France en termes de médecins psychiatres installés en libéral ou en tant que salariés, ce qui montre bien l'ampleur de la tâche. Oui. Jean-Marie, vous avez le même regard, j'imagine, ou peut-être avec des nuances, je ne sais pas. Alors, non, je partage ce que vient de dire Yann Bubien. La crise nous a montré en creux et en plein toute la limite des organisations qu'on a mis en place. Le GHT a montré son immaturité. Il y a des secteurs dans lesquels le GHT a été efficient, les soins critiques, la gériatrie, ce genre de secteurs. Mais il y a des tas de secteurs où elle n'a pas pu pleinement agir dans la mesure où son immaturité ne permet pas ce genre de choses.
là où on a eu quelque chose quand même d'assez intéressant, c'est avec la ville. Et avec la ville, sur le soin de premier recours. Il y a une absence des soins de deuxième recours. Alors, parce que je pense que les soins de deuxième recours au jour d'aujourd'hui, libéraux, sont positionnés dans une zone ailleurs, mais qui est un peu inaccessible comme ça en première approche, et qu'en fait c'est la médecine générale, pour parler clairement, qui encaisse le choc. Et nous, on a extrêmement bien travaillé avec la médecine générale, en particulier sur la première vague, où on a eu des contacts très précoces et des contacts groupe WhatsApp, un site vraiment extrêmement efficace. Et avec les cliniques, et là aussi il y a une hétérogénéité en fonction des territoires, il y a des endroits où ça a marché, d'autres moins, mais ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'au fur et à mesure des vagues, l'engagement de la plupart des cliniques s'est fait moindre. Nous, on a une clinique avec laquelle on a très bien travaillé sur la première vague, puis la deuxième moins, troisième et quatrième, il n'y avait plus de déprogrammation dans la clinique. Et ce qui crée un sentiment d'inéquité pour le chirurgien, par exemple, qui en avait marre de déprogrammer alors que les voisins ne déprogrammaient pas. Donc il y a là aussi une interrogation sur, à un moment donné, en situation de crise, il y a quelque chose qui emporte tout, c'est-à-dire que c'est la prise en charge des patients d'une manière équitable et d'une manière efficace partout. Donc moi je crois qu'on arrive à des interrogations qui sont assez fondamentales, et je reviens un peu à ce que je disais tout au début, c'est qu'on s'est tous tellement organisés dans nos zones de confort qu'il va falloir les dépasser. Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de trouver d'autres paradigmes qui nous permettent de retrouver le sens de ce qu'est notre métier, libéraux, hospitaliers, quel que soit notre engagement. Nous ne sommes pas là pour faire que ce qui nous plaît, nous sommes là pour répondre aux besoins des patients. Et alors ça, c'est un paradigme qui est quelque chose de fondamental, et que je suis peut-être un peu pessimiste, mais je crois qu'on a un petit peu perdu parfois. Donc je crois qu'il faut vraiment réinterroger le sens de notre métier, et je dis ça en tant que médecin. Je le dis par rapport à la pertinence des actes. Moi, je suis médecin interniste, je vois des orthones en consultation de contrôle, aucune plus-value pour le patient. Ça serait 10 fois mieux que ce soit pris en charge par le médecin traitant, à qui je donne un arbre décisionnel de décroissance des corticoïdes. Ça éviterait une consultation chez moi, ça me permettrait de voir un nouveau cas, et ainsi de suite. Et cette interrogation, il faut la porter à tous les niveaux. Et moi, je crois fortement dans la réunion de nos intelligences respectives. Nous, on a prolongé l'expérience de la Covid, même si elle se poursuit encore actuellement, pour dépasser, par exemple, le groupe WhatsApp des généralistes de secteur. On en a fait un groupe ville-hôpital, qui nous permet de voir là où ça pêche, quelle est leur demande, quelles sont les nôtres, et comment on peut essayer de dépasser cela. Je pense que l'organisation du monde libéral au sein des CPTS, s'il est réussi, c'est certainement une clé du problème, parce qu'enfin nous aurons des interlocuteurs organisés, et que nous n'aurons pas besoin d'aller convaincre un, puis un, puis un, puis un, puis un, à la suite de l'autre. Donc là, il y a vraiment des enjeux du collectif par rapport à l'individuel. Et si nous ne le posons pas comme cela, je pense qu'on continuera de perpétuer une organisation en silo qui continuera d'aller dans le mur, pour laquelle on dépense quand même pas mal d'argent en France. On a un niveau de dépense qui est quand même assez élevé comparé à nos voisins de l'OCDE. Il va bien falloir trouver à un moment donné le moyen de réunir nos intelligences dans une intelligence collective. Et probablement que ça passera aussi à travers une notion qui est chère à la FHF, qui est celle de la responsabilité populationnelle. Fixons-nous des objectifs de santé publique communs, pas ambitieux, mais sur un territoire connu, étiqueté, dans lequel on connaît les flux de patients. Comment on améliore la prise en charge de nos patients diabétiques? Moi, j'habite dans une région, l'Alsace, où l'obésité est un problème de santé publique majeur. Comment on organise la filière des soins de l'obésité dans notre territoire, entre tous les acteurs, les ESPIC, l'ECH, les organisations de médecins libéraux et d'éducation thérapeutique, et ainsi de suite. Je pense que ce moment est venu. Si nous ne le faisons pas, il y a fort à parier qu'on se retrouvera dans 4 ans avec la même problématique et les mêmes difficultés. Merci beaucoup. Alors, peut-être qu'on va passer aux questions de la salle, s'il y en a. Je vous invite à en poser, en tout cas. Oui, là-bas ? Non ? D'accord. Non ?
toutes les réponses. Bon, alors sinon, je vais me permettre de poser une autre question. Peut-être si on devait retenir... Oui. Ah oui, très bien. Il faut toujours une première courageuse. Bonjour, merci pour ces interventions très intéressantes. J'aimerais revenir sur la place du numérique et en particulier quand j'entends des échanges avec des groupes WhatsApp, je me demande si c'est bien fondé. Voilà. Alors juste les groupes WhatsApp qu'on avait organisés, c'est que comme on a été pris par le tsunami à Colmar et à Mulhouse, absolument d'une brutalité extrême, le seul moyen qu'on avait de recueillir des informations de la ville pour savoir ce qui allait nous arriver dessus dans les 48 heures qui suivent, c'était de contacter l'ensemble de nos correspondants médecins généralistes. Et puis on a formé alors un groupe WhatsApp. Voilà. Bien sûr que ça a ses limites, mais au moins ça a permis des échanges permanents, jour et nuit. Nous savions à peu près ce qui se passait en ville ou ce qui se passait sur la couronne de notre ville. Et ça nous a permis d'anticiper, ça nous a même permis de faire du tri préhospitalier grâce aux généralistes. Et la situation était telle à un moment donné que nous ne pouvions pas prendre en charge tout le monde, et on faisait du tri préhospitalier à travers des communications avec nos collègues généralistes. Mais l'idée, c'est quand même de se rencontrer régulièrement, de partager régulièrement sur ce qui fait notre quotidien, parce que ce qui crée finalement la dynamique, c'est de partager ensemble nos contraintes, nos réussites et notre quotidien pour qu'on puisse avancer. Je me méfie grandement des grandes idées parce qu'elles ont souvent peu d'efficacité dans le temps. Alors qu'un groupe qui perdure 2 ans, 5 ans, 10 ans, va créer une dynamique sur un territoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bonjour et merci pour toutes ces informations passionnantes. J'avais une question sur ce que vous venez d'évoquer, qui est la responsabilité populationnelle au niveau du territoire. Où est-ce qu'on en est en France de ce type d'expérience ? Et si c'est une étape pour l'avenir, comment voyez-vous le déploiement de ce genre d'approche ? Tu as peut-être plus d'informations. C'est peut-être une question pour moi, au fond. que moi. Donc la responsabilité populationnelle, alors déjà pour rappeler ce que c'est un principe qui a été inscrit dans la loi en 2019, qui est la responsabilité de l'ensemble des acteurs d'un territoire à maintenir la population de ce territoire en bonne santé. Donc on va au-delà du seul acte de soins, et ça concerne aussi bien les établissements de santé que les professionnels de ville, mais aussi les collectivités ou les associations, si elles ont une compétence en santé. Et donc le principe qu'il y a derrière opérationnel, c'est de savoir comment est-ce qu'on se met autour de la table, comme l'ont évoqué les différents intervenants, pour se coordonner derrière en fonction d'un objectif de santé. Et du côté de la FHF, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, on a mis en place en effet une expérimentation dite responsabilité populationnelle dans 5 territoires pilotes. Et le principe, c'est que sur 2 pathologies, le diabète et l'insuffisance cardiaque, on met autour de la table l'ensemble des acteurs, donc de villes, les collectivités territoriales qui sont très impliquées, les associations, les usagers, les établissements publics et privés. Et à partir de là, on a fait une stratification de la population sur la base des données disponibles, notamment le PMSI, pour identifier sous forme de pyramide les patients qui sont affectés par ces 2 pathologies, et identifier celles qui au fond sont en bas de la pyramide, qui sont celles qui sont affectées sans avoir de phase très grave ou aiguë, et celles qui en haut de la pyramide sont celles qui ont des phases très, très aiguës, par exemple une amputation suite à un passage aux urgences pour un pied diabétique. Bon, voilà. Et donc l'objectif sur le territoire des différents partenaires, c'est d'éviter que les patients qui sont en bas de la pyramide n'arrivent en haut, c'est-à-dire d'éviter la dégradation de l'état de santé quand ça peut être évité, dans un contexte où, comme on le rappelait, il y a de moins en moins de médecins généralistes, 10% des Français n'ont plus de médecins généralistes. Et donc sur l'expérimentation, on a élaboré un guide méthodologique qui est à destination des territoires, qui vient d'être finalisé, qui présente en une trentaine de pages tout le kit pour se mettre autour de la table, pour mener la démarche de concertation. Et ce qu'on a mis en place, ce sont des organigrammes, des diagrammes logiques
cliniques qui font qu'un professionnel donné, par exemple un kiné, quand il voit passer dans son bureau, dans sa salle de consultation, un patient qui est par ailleurs diabétique et qui a été repéré par les partenaires, il lui pose 2 ou 3 questions précises, et en fonction des réponses à ces questions, il sait à quel endroit il se trouve du diagramme, du chemin logique, et il lui dit peut-être qu'il faudrait que, au-delà de ce problème au genou pour lequel vous venez me voir, qu'il faudrait que vous alliez voir tel praticien ou que vous fassiez attention à ça. Et ce qui permet d'avoir de moins avoir de temps de cerveau à mobiliser pour prendre une décision ou pour s'orienter sur un sujet. Voilà. Et donc là, on en est pour vous répondre. Donc sur le fait qu'on va publier le guide, et puis on va aussi analyser les données, parce que c'est important d'avoir des données sur les effets concrets de la démarche. Et ensuite, l'idée, c'est d'élargir la démarche à ceux qui le souhaitent. Si je peux compléter peut-être, je pense que ça peut être un très bon outil de pertinence des soins. Je reprends l'exemple de l'obésité. Par exemple, sur notre territoire, juste avant la Covid, on avait commencé avec Antoine à réfléchir sur la prise en charge de l'obésité, territoire de 400 000 personnes, sur lesquels vous avez un très gros service de chirurgie bariatrique, un centre nutritionnel, 2 ESPIC, SSR, hôpital de jour, enfin tout ce qu'il faut, un réseau de soins auprès des particuliers, tout ce qu'il faut pour prendre en charge l'obésité. Réunir tous les acteurs autour de la même table, ça évite par exemple qu'on multiplie les centres de chirurgie bariatrique, mais surtout qu'on en pèse les indications, par exemple. Et ça, en termes de pertinence des soins, c'est quand même un élément qui est majeur. Et je pense qu'en structurant sa population telle que vient de le décrire Vincent, on peut essayer d'imaginer une pertinence concrète, alors que souvent la pertinence des soins ou des actes est difficile à mettre en place. D'autres questions peut-être? Ou d'autres réactions libres? Non? Bon, alors sinon Oui. Ah oui, pardon monsieur, je ne vous voyais pas. Merci. Alors, je ne sais plus lequel d'entre vous au début en avait parlé. Il y a eu un buzzword qui m'avait intéressé, qui était autour de nouvelles manière d'appréhender le capacitaire à l'issue de la crise. Je voulais savoir si on pouvait revenir rapidement dessus pour voir ce qu'on pouvait mettre derrière. C'était peut-être moi. Oui, je voulais simplement dire que on a tout le travail qui était fait jusqu'à présent sur le capacitaire. Il a été remis en cause par la crise actuelle, parce que vous savez que il y a 2 sujets en fait. D'un côté, toutes les études internationales dans les pays occidentaux montrent ou disent que dans les années qui viennent, on aura besoin de moins en moins de lits parce que la durée moyenne de séjour sera plus basse, parce que on sera plus à domicile, parce que voilà. Donc ça, c'est les études internationales. Et puis par ailleurs, il y a le vieillissement de la population. Les personnes âgées polypathologiques qu'il faut prendre en charge et qui sont de plus en plus nombreuses dans nos pays occidentaux. Et enfin, il y a le sujet des crises sanitaires là, comme on a connu aujourd'hui, où on a besoin, et on voit bien, on a besoin de lits d'aval notamment, mais aussi de lits d'hospitalisation. Et on a vu aussi pendant la crise que, par exemple, tous, on a été concernés par les chambres à 2 lits qu'il a fallu transformer en chambres à 1 lit. Alors évidemment, voilà, de 2 à 1, c'est pas très difficile à comprendre qu'il y a plus qu'un lit sur 2, et donc des fermetures de lits qui étaient plus importantes que prévu. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il va falloir qu'on retravaille sur ces sujets-là pour essayer de voir dans quelle mesure et quels sont les besoins que l'on aura à 5 ans, 10 ans. Est-ce que c'est des besoins, comme certains le disent, de besoins pour des périodes données, par exemple les périodes de bronchiolite, des périodes de crise, d'épidémies qui sont hivernales, par exemple, ou saisonnières? Est-ce que c'est une réflexion plus vaste si, par exemple, on se retrouve avec... là, on ne sait plus avec le Covid-19, parce qu'on nous disait que c'était fini l'an dernier, et puis c'est presque fini à la rentrée, puis finalement, on va peut-être avoir une 5e vague. Est-ce qu'on va vivre de manière chronique ce Covid-19 comme la grippe, ou est-ce que ça va être vraiment
ça va disparaître à un moment donné. Je pense qu'il y a vraiment un moment où il faut réfléchir aux capacitaires, à voir exactement ce que nous souhaitons pour les années qui viennent. Mais je pense qu'en tout cas, on ne pourra pas refaire comme avant. Voilà. L'avantage des crises, c'est de réfléchir à l'avenir avec aussi une nouvelle donne, en pensant aux professionnels de santé, à ce qu'ils souhaitent, aux patients, bien sûr, à ce qu'ils souhaitent, et puis à nos structures, comment elles doivent s'adapter aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Merci. Je pense que ça fait une bonne conclusion. Merci à tout le monde pour ce temps d'échange. Et puis, merci Vincent pour l'animation.